Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Esther. Donc on est aujourd'hui le 4 octobre 2000. C'était hier votre 81e anniversaire, puisque vous êtes né le 3 octobre 1919 à Lodz. Oui. Et je vous remercie de m'accueillir parce qu'on va parler tous les deux de votre expérience pendant la guerre. D'accord? Oui. Alors, je vais vous poser des questions et si on veut faire des pauses, on fera des pauses. Alors, si on va parler tout d'abord du ghetto, de septembre 39 à mars 44, vous avez vécu dans le ghetto de Lodz. Et ensuite, on parlera des camps de concentration, principalement à Auschwitz, de août 44 jusqu'à janvier 45, et l'évacuation de Auschwitz vers d'autres camps. Alors, c'est parti. Alors, d'abord, vous êtes né à Kielce, je voulais te dire. C'est ça. Kielce. D'accord. Pologne. En Pologne, donc c'est un peu à côté de Lodz, c'est ça? Non, c'est assez loin? C'est loin, oui. D'accord. Et est-ce que vous viviez dans une famille très religieuse ou plutôt laïque? Très religieuse. Mes parents, ils ont fêté tous les fêtes, tous les Shabbats. Chez nous, c'était toujours kasher. Je me suis jamais couchée sans faire ma prière. Tout les téphilines pour les hommes et tout. Non, pour Tevilim, c'est oui, pour les hommes. Voilà. Mais mes frères, ils ont fait des Tevilim. Tout ça. Oui. Et c'était une famille très nombreuse, certainement? On était 6 enfants. 6 enfants. Vous étiez la plus jeune? 4 filles et 2 frères. Et vous étiez au milieu, vous? J'étais avant de la dernière. Avant-dernière? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes allé à l'école? Je suis allée à l'école primaire. Oui. Et ensuite, j'ai fait pas le bac, mais le bac. Non, pas le bac. Ah, pas le bac, non. Le brevet. Le brevet. C'est un petit examen qu'on passe quand on a 15 ans à peu près, oui, ou 14 ans. Voilà, 14 ans. Et après, je suis allée au cours du soir. Au cours du soir? Oui, pour apprendre d'autres choses. D'accord. Et vous, alors c'était quoi que vous étudiez? C'était j'ai étudié de tout, mais... Toutes les matières? Plusieurs matières, de géographie, d'histoire, même de France. L'histoire de France aussi? Le français? Oui. Vous parliez le français? Non, je n'ai pas appris le français, mais j'ai appris allemand. Vous étudiez l'allemand à l'école? Allemand, oui. Alors voilà, c'était une famille riche ou pas? Plutôt, ils faisaient quoi les parents? Ils étaient ouvriers? Non, mes parents, ils étaient des commerçants. Commerçants? Et mes parents, ils étaient pas pauvres. Ils étaient pas mal. Ils avaient des magasins à Kielce. Et ils ont vendu les armes ménagères. Ah, c'était des petits commerçants qui vendaient de l'arme ménagère. Armes ménagères. C'est quoi, de l'électroménager plutôt? Non, pas électro. Armes ménagères, c'est-à-dire tout ce qu'il y a pour la cuisine, pour la cuisine. Que des... Ok. Oui. Très bien. Donc c'était une existence pas trop riche, mais pas trop pauvre non plus. Non, c'était pas mal. Pas mal pour le... Parce que mes sœurs, qui étaient plus âgées que moi, ils sont allés dans le gymnasium. Ah, elles faisaient du sport et Non. Ah, gymnasium, c'est le lycée. Lycée. Donc, et ça, c'était rare à l'époque? Mes parents, ils ont pu payer pour les lycées. Ah, il fallait payer? Mes sœurs, mes 2 grandes sœurs et un frère qui est allé au lycée, c'était payant. Ah ouais, donc c'était plutôt... Et l'école, c'était Madame Reisman, comme moi je m'appelle. C'était de la famille? Non, c'était juste un autre Reisman. Alors, elle avait un gymnasium avec ses filles, qui ont été des professeurs, et c'était très connu à Kielce. Reisman. J'étais fière après de dire Reisman comme la maîtresse. Pas la maîtresse, mais la directrice du gymnasium. Mais moi, quand j'étais en âge d'aller à l'école, mes parents, ils étaient moins riches.
Et je suis allée dans une école communale. Donc une école publique, vous voulez Oui, dire? oui, oui. Donc on n'était pas obligé de payer. Non, sans payer. Et c'était un petit peu de moins bonne qualité ou pas? Non? C'était bonne C'était de qualité bonne en qualité. Pologne, oui. Bon, on pourrait dire que Euh, c'était une petite famille bourgeoise finalement. oui, La oui. petite Ah bourgeoisie, oui, oui. des Ah commerçants. oui. Votre mère, elle faisait quoi comme... elle Ma mère, elle aidait était commerçante avec mon avec père. votre père, elle aidait Et au magasin. oui, ils étaient au magasin. Il y avait une femme qui s'occupait des enfants plus jeunes à la maison. Ah, une gouvernante, Oui, une nurse. oui. Elle s'occupait, elle faisait la cuisine. Et quand ma mère, elle est rentrée des magasins, elle a dit, qu'est-ce qu'on a fait à manger? Ah. Et elle n'a pas préparé parce qu'elle était commerçante, elle était toute la journée au Elle magasin. travaillait. Oui. Et c'était pas une petite boutique, mais c'était un magasin et en gros aussi. Un magasin de gros. Ah, ils vendaient en Détail gros. et en gros. Ah, ils vendaient aux gens et aussi à d'autres magasins en gros. En gros. Très Oui, bien. oui. Moi, j'avais une jeunesse heureuse. Heureuse. Oui. Mais alors donc, Heureuse. vous avez vécu Jusqu'à à la, Kielce. jusqu'à la guerre, non, Vous- non, c'est- pas à Kielce. Après, mes parents, ils devraient payer beaucoup des impôts en Pologne. Hmm. Ils ont posé beaucoup d'impôts sur nous que mes parents, ils ont liquidé. Ils sont partis à Lodz, là où mon grand-père et ma grand-mère habitaient. Ah, pour économiser des impôts, ils Non, sont... non, c'est pas pour Alors, économiser. Ils je vois- pouvaient c'est pas quoi le payer. rapport avec les impôts? Non, non, ils ne pouvaient pas payer les impôts qu'on nous a posés À parce Kielce. en ce moment-là, en Pologne, c'était les Juifs, ils étaient maltraités, Hmm. des antisémites. Hmm. Et au gouvernement, il n'y avait que des antisémites. Et quand ils ont vu que nous, on mène une vie à peu près bien, Hmm. Ah, ils ils nous ont voulu posé augmenter les impôts. des Mais impôts pourquoi vous êtes parti à Lodz? Je vois pas le rapport. pour pas vivre à Kielce parce que Ah, parce qu'il Euh, y avait plus de répression à Kielce c'est qu'à Lodz. ça. Voilà. C'était plus Et calme à mon Lodz. père, il voulait être à Lodz avec ses enfants, avec ma Avec toute mère. la famille. Oui, parce que ça ne nous a pas plu, que le gouvernement nous a tout pris. Ils ont pris le magasin, ils ont vendu aux Ils ont enchères, fermé le magasin. ils ont vendu aux enchères tout. Et vous Alors- aviez quel âge quand ça s'est passé? Oh, 6-7 ans. C'est Six- ça, c'était en... Oui, moi et ma sœur, j'ai appris de ma sœur qui habitait ici, Dès 1925, donc non, 28. 28. Ah bah vous aviez un peu plus que ça. 9 ans, oui. 9 ans. Ouais, c'est Ah, ça. peut-être. 9 ans, ouais, à peu près, ouais. Oui, parce que Ouais, j'étais encore considérée ouais, comme un petit enfant. Oui. Et alors, là, j'ai perdu un an de l'école parce que dès là-bas, De les Kielce. programmes à Kielce étaient autrement qu'à Lodz. Ah donc vous avez redoublé en fait. J'étais obligée de redoubler un an parce qu'ils m'ont ils m'ont fait un examen et je n'ai pas pu suivre leur programme. Alors, je suis allée à Lodz à l'école et mes parents, ils ont eu une autre... mon père, il était chez Capes, c'était une grande fabrique de chaussettes et de bas et de chaussettes, une très grande Capes. C'est allemand. C'était un autre commerce aussi. Il était engagé comme directeur là-bas Ah, directeur d'une usine. d'une usine qui fabriquait Des chaussettes et des bas. Capes, très connu dans le monde entier. Et... Allemand, c'était allemand, je crois. Ah, une Oui. usine allemande. Alors, c'est comme ça qu'on vivait à Lodz. Et ma sœur, la plus âgée, en 1928, elle s'est mariée à Paris. Ah, elle est partie à Paris vivre. À Paris parce qu'elle avait un fiancé Ouais. là-bas qui aussi, il était
De Lodz? de Souredneuf, il est parti vivre avec sa famille à Paris. Et pourquoi ils sont partis à Paris? Parce qu'ils sentaient qu'en Pologne, ça commençait à... Des antisémitismes. Il y avait étaient trop fort. d'antisémitisme. Trop. Alors, il y avait beaucoup qui sont partis Beaucoup de Juifs de partaient. Pologne, partis. Mes parents, ils étaient à Lodz. Enfin, et de là-bas, j'ai suivi l'école jusqu'à la guerre. Voilà, jusqu'à la guerre. Oui. Alors, bon, on va commencer à parler de ça. Et, Donc, et la guerre s'est commencée, et puis tout de suite, ils ont fermé les ils ont ghettos. fermé l'école. Le ghetto de Lodz. Ah, ils ont Tout de créé... suite fermé. ils ont- Les premières des choses, ils ont fermé le ghetto de Donc on Lodz. est en septembre 1939, Oui, la guerre 39. éclate et le ghetto de Lodz, donc tous les juifs Commence. sont regroupés. Vous viviez déjà dans le quartier qui allait être le quartier du ghetto? Vous Non, avez dû on déménager. a déménagé. Vous avez dû déménager Déménagé. avec toute la Et famille je et tout et tout vivais et dans le ghetto Bazarna 7. tout. Vous vous souvenez de Bazar- l'adresse? Oui, pourquoi pas. C'était quoi l'adresse? Bazarna, Bazarna, c'est le nom de la rue. oui, 7. Au numéro 7 de Oui. la rue Bazarna. Bazarna. Ah. Et Oui. donc ça, c'était l'adresse dans le ghetto. Et vous viviez donc avec votre Alors, père, avec votre Non, mère, non, avec non, vos... non. Mon père, quand ils ont fermé les ghettos, les Allemands, ils ont attrapé mon père, il avait Il portait la barbe. petite barbe. Alors, ils l'ont attrapé dans la rue. Ils ont, au lieu de couper la barbe, ils ont coupé avec la peau. Et ils ont Avec la ouvert- peau. Ouais. Et mon père, le pauvre, ça saignait de partout. Et il a dit, je ne peux pas vivre là-bas. Et en cachette, il est parti. C'était encore le moyen de partir. Il s'est sauvé chez une famille qui avait une boulangerie dans une petite ville à côté de Souredneuf. Hmm. Et moi, avec ma mère, elle devrait les suivre après, mais comme les ghettos étaient déjà fermés, Vous n'avez On- pas pu pas le pu- rejoindre. non, et on a resté à Lodz. Et mon père, il croyait qu'on va Que arriver vous arriveriez. et Ouais. on pourrait plus sortir. Il a... Bon, c'est pas le sujet, mais enfin quand même, il a réussi, lui, à s'en sortir et Oui, il a survécu à la guerre? ah non, Non, il est il- allé à Treblinka, il était. À Treblinka. Oui. Et moi, avec ma mère, on a resté parce que les enfants, la grande sœur, elle était là, ici à Paris, et moi, La plus jeune? non, plus jeune que la grande, elle Ah, la était deuxième. allée à Souredneuf chez ma tante, et elle a amené ma sœur, qui était déjà une mère d'un enfant de 3 ans. Hmm. Son mari, il reste avec nous dans le ghetto. Hmm. Et elle a rejoint votre père. Et non, elle était chez ma tante à Souredneuf. Ah, elle a rejoint votre tante? À Souredneuf, Souredneuf. qui habitait là-bas. Il D'accord. avait un Une commerce, maison, ouais. un grand commerce. Et alors, ma sœur, Eva, Rava, elle a aidé à ma tante à travailler dans le magasin. Hmm. Et après, c'était Sarah. Sarah était allée avec ma sœur chez ma tante. C'est la troisième, donc, de la famille? Oui, et elle a amené sa fille de 3 ans Elle l'a emmené où? à Souredneuf. À Rodnief. Oui. Ok. Alors, elle aussi, elle est allée travailler quelque part, que moi, je ne sais Ouais. pas où, parce qu'on n'avait pas de courrier, on savait... Mais elle voyait pas votre père à Souredneuf? Non, non, non. Parce que pourtant, c'était dans la même non, ville. c'était à côté, Ah, Souredneuf. c'était à côté. Ah, À je côté me de rappelle Souredneuf. pas, à côté, Ok, c'est dans une petite ville. donc à ils se côté. voyaient pas en fait. Non, parce que... À cause de la guerre, on pouvait pas circuler non, comme non, on voulait. non, non. Alors, Et la quatrième? la quatrième, c'était moi. Ah bah c'est vous. Non, Non. non, il y avait un frère Ah, qui oui, il est le- parti en Russie, il n'est jamais revenu.
Il est parti pour combattre sur le front russe ou Non, enfin il pour voulait pas s'échapper. rester avec. Il Voilà. s'est échappé Il s'est échappé d'Allemagne et et des plus de nouvelles. Allemands et il est allé en Russie. Et vous avez Et jamais eu de nouvelles. Pas de nouvelles et j'ai fait les démarches au Croix-Rouge Ouais. et on n'a pas trouvé On n'a les jamais traces. retrouvé de traces. Non. Alors la 5e c'est vous, on va en parler. Et Oui. la 6e, C'était le plus jeune frère. le plus jeune. Yoel. Yoel. Alors lui, il a été dans le ghetto. Après, les Allemands, ils ont dit que les jeunes, ils ont besoin de jeunes. Et ils vont envoyer au camp de travail. Il va travailler. Et comme il y avait pas à manger dans le ghetto, il a dit qu'est-ce que je risque? Peut-être en travaillant, je trouverai à manger. Ce sera mieux. Parce que il espérait que ça allait être mieux. Et alors, quand il est arrivé, quand il est parti, on n'a pas eu de nouvelles d'Elvie. Il n'est jamais revenu. Ah oui, vous savez même pas comment s'appelait le camp de Non, travail non, vers rien lequel il est du parti. tout. Dans un camp de travail, il s'est inscrit pour partir. Partir. Il a dit, je risque rien parce que j'ai faim, j'ai rien à manger. Et peut-être là-bas, en travaillant, j'aurai quelque chose à manger. Alors vous, donc vous êtes resté dans le ghetto de Lodz. Avec ma mère. Avec votre mère. Et on était 6 dans une chambre. Oui. Entassés, de matelas partout. C'était qui les 4 autres? C'était de la famille aussi? Non, ou c'était des gens que vous connaissiez pas, d'accord? Qui étaient aussi comme nous. Vous partagiez l'appartement, la chambre avec d'autres gens? Alors, c'était un appartement assez grand. Dans l'autre pièce, il y avait d'autres gens, et c'est comme ça, on vivait. Alors, nous on a eu la cuisine. C'était une grande cuisine, mais 6 dans la cuisine. Ouais. Et pour faire à manger, et pour, il n'y avait rien. Et je suppose pour se laver, pour aller aux toilettes, c'était... Ça s'organisait comment? On s'organisait comme ça. Il y avait la toilette dans cet appartement. Il y avait des petites toilettes. Mais et pour se laver dans le lavabo de la cuisine, mais avec de l'eau froide. Et en hiver, on a eu très froid. Et tout ce qu'on a trouvé pour réchauffer, pour faire un peu de soupe, on a cassé des chaises, des tiroirs, des armoires, tout ce qui était en bois. Qui pouvait être brûlé et chauffé. Voilà. Et on ne pourrait pas voir des charbons, c'était juste du bois. Alors on a eu très très froid. On a eu tellement froid et faim qu'on pense, le cerveau, je voulais lire quelque chose, j'arrivais pas à me concentrer. Ah, vous concentrez tellement il faisait... Tellement j'avais froid et faim. Et vous avez passé combien de temps on a touché une ration de pain qui était très petite, lourde et immangeable. Mais enfin, quand on a faim, on mange tout. On mange n'importe quoi. Oui. C'était tellement mal que même la nuit, quand on a froid, on a faim, on n'arrivait pas à dormir. Alors moi, avec ma mère, elle a dit, si on survit cette guerre, on va nous porter sur les mains tout ce qu'on a vécu dans cette misère. Et elle m'a consolée, elle m'a dit, tu verras, on sera tous ensemble. On fait une petite pause? On fait une pause? Non, ça va, ça va. On continue? Elle m'a consolée, j'étais jeune encore. Bon, on fait une petite pause. Alors, non, parce qu'après j'oublie. D'accord, pas oublié. Mais pour aller chercher des Kleenex au moins? Non, ça va. Les Allemands, ils ont venu, ils ont fait une sélection. Alors, quand ils ont regardé quelqu'un qui est fatigué, âgé, il y avait un camion à côté de la maison. Ils ont dit, montez sur le camion. Mais moi, quand j'ai vu que les camions arrivent,
J'ai dit, maman, tu ne descendras pas, parce qu'il fallait mettre devant de la maison toute la rue. Tout, Elle était âgée. Vous aviez 20 ans, mais elle avait quel âge? 40, 50? non, plus que ça. Plus encore? 55. 55, elle était. Oui, oui. Donc elle, si elle avait dû passer la sélection, elle aurait dû aller dans le camion. Oui, alors qu'est-ce que je fais? Il y avait la porte et il y avait un armoire. Je dis, parce que les Allemands, ils ont monté dans l'appartement chercher si quelqu'un s'est caché. Et moi, j'ai mis ma mère dans cette armoire et j'ai poussé l'armoire vers la porte qui donnait, retournée. Ah, Comme ça. l'armoire était retournée, ouais. Oui, je retournais l'armoire et moi je suis descendue. Quand j'ai vu tous ces Allemands qui ont dit toi monte, et il y a un Allemand qui a monté dans l'appartement, je tremblais qu'il va Qui trouver découvre, ma mère. ouais. Je sais pas, quand ils sont partis, moi on m'a laissé, ils ont mis beaucoup des enfants et des personnes qui étaient fatiguées, ils ont mis dans le camion qui était déjà préparé pour amener, un camion comme pour les bestioles. Et nous, on était au 3e étage. Et quand ils sont partis, je ne sais pas si ça dirait une seconde, j'étais au 3e étage pour voir si ma mère, elle est encore là. Avait été découvert. Et alors? Elle était là encore. Il l'avait pas découvert. Il l'a pas découvert. Et il y avait des sélections souvent? Ou c'était de temps en temps, des sélections. Et je me rappelle, il y avait une voisine, elle avait un petit garçon de 4 ans peut-être. Et il y avait enfin, ordonnance, ça veut dire qu'ils ont annoncé que tous les enfants, les parents, ils doivent amener sur une place. Alors, une de nos voisines, elle avait un petit garçon de 4 ans, elle se cognait la tête contre le mur, d'être obligée de quitter cet enfant et de déposer. De le livrer sur une... Ouais. Oui. Alors elle a dit à ma mère, qu'est-ce que je fais? Elle se cognait, je me rappelle, elle se cognait la tête contre le mur. Parce qu'elle faisait une crise nerveuse. Elle devenait un peu folle, c'était une crise nerveuse. Une mère qui abandonne son enfant. Est obligée d'abandonner son enfant sans savoir où, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet enfant. Alors il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait donner cet enfant. Et elle l'a laissé. Elle était obligée sur une place d'amener son enfant. On continue à parler un peu. Oui, on continue. Alors que donc la nourriture, donc on a vu que c'était que des rations de pain qui étaient données par les parents. Si on vous arrangeait un peu du Schwarz pour récupérer un peu de patates ou des trucs, je vais te dire des petites combines, non? J'étais obligée de vendre mon morceau de pain, ma ration de pain, pour s'acheter une paire de chaussures parce qu'il faisait froid et j'avais pas de chaussures. Alors là-bas, il n'y avait pas de magasin de chaussures. Il fallait commander, parce qu'il n'y avait pas de cuir non plus dans le ghetto. Mais avec du pain que j'ai ramassé de plusieurs jours que je n'ai pas mangé, je me suis acheté une paire de chaussures. Et cette paire de chaussures, j'avais jusqu'à je suis allée à Auschwitz. Et là-bas, on m'a dit de se déshabiller, on a fait une douche et on m'a coupé des cheveux à ras et ces chaussures, ils sont restés. Elles sont restées à Auschwitz. J'avais pas le droit de les garder. Avec une robe déchirée, des cheveux coupés à ras. Et sans les chaussures. Et sans les chaussures, sans vêtements, sans rien. On parlera un petit peu tout à l'heure d'Auschwitz. On continue un petit peu sur le ghetto? Sur le ghetto, oui. Je me rappelle une fois, ils ont raconté qu'à Marichine, c'était
pas mal de temps pour aller à pied derrière la ville. Maréchine, ça C'est s'appelait. quoi? Ah, c'est le nom d'une petite ville derrière. C'est quoi C'est un Maréchine? quartier, Ah, un quartier de Lodz. de Lodz retiré. Qui était dans le ghetto ou pas dans le ghetto? C'est comme ici. Hors du ghetto? Ou dans le Non, dans ghetto? le ghetto. Dans le On ghetto. n'a pas le Ouais, droit ouais. de sortir du ghetto. On était surveillés. Alors là-bas, à Maréchine, on nous a dit qu'il y a des bois. Et quand il y a des bois, pour faire quelque chose à manger, cette petite ration de pain, c'était rien. Et quand on nous a donné un peu des pommes de terre, ils étaient déjà gelés et ça coulait de l'eau. C'était immangeable, mais on mangeait quand même. On a fait Et une... alors, qu'est-ce qui se passait à Maréchine? Ah, je suis allée à Maréchine pour ramasser un peu de bois. Et je suis arrivée avec... Il y avait du bois là-bas. Je me suis dit, c'est une fortune, des bois. Je pourrais faire un peu de soupe tous les jours. Chaude, surtout. Chaude, oui. Alors, imagine-toi que la nuit est tombée et j'ai perdu, je savais, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de lumière, ni la ligne, ni lumière, et je ne savais pas où aller. Je n'ai pas Vous trouvé les étiez chemins. perdu dans la forêt. Dans la forêt. Et puis ma mère, elle savait que je suis allée à Maréchine, et elle a regardé par la fenêtre toute la soirée, et elle ne me voyait pas arriver. Elle a pleuré, et moi de mon côté... Vous pleuriez aussi, parce que perdu j'avais dans le bois. personne pour demander où il faut était aller. Finalement, je suis arrivée... oh là là, je me rappelle dans quel état ma mère, elle était de me... Elle vous croyait perdu. De m'attendre si c'est ça. longtemps. Et puis... alors, finalement, à la fin des soirées, j'ai trouvé les chemins et je me suis mis à pleurer. Je ne savais pas qu'est-ce que ça m'arrivait. J'ai perdu au milieu de... C'était noir. On ne pourrait pas s'imaginer, pas de lumière. Rien. Rien. Pour se repérer. Et la nuit est tombée tellement vite que vous avez été surpris je par ne la me suis nuit. pas aperçue que la nuit est tombée. Et finalement, vous êtes rentré saine et sauve à peut-être minuit ou quelque chose comme ça, Oui, avec un petit peu de bois ou pas? Même pas? Si, Avec un petit peu de bois quand Et même. les mains qui avaient j'avais mal, froid je voulais et pas irrité. abandonner mon Ouais. doigt. C'était comme des diamants maintenant. Ouais, Tu te rends compte de se sauver la vie avec un peu de soupe chaud. Et alors avec ce Donc, bois que vous alliez chercher dans la forêt, à est-ce que Maréchine. vous pouviez l'échanger un petit peu contre des patates ou des trucs? Non, Non. j'ai gardé pour Ah, nous. vous gardiez pour vous? Oui, parce qu'à la fin, mes mains, ils étaient fatigués de porter tout ça. Mais enfin, j'étais jeune, j'arrivais. Des choses comme ça me revient. Et je ne peux pas oublier. Ça m'a resté gravé dans la tête. J'imagine. On fait... Bon, vous me dites quand vous voulez faire une pause. D'accord? Il faut que je me rappelle des choses qui sont arrivées pendant les ghettos. Dans les ghettos, il y avait Balutski Renek, ça veut dire la place où la nourriture est arrivée. Et il y avait les plus vieux qui s'occupaient de Älteste der Juden, ça veut dire Le plus âgé des Juifs, des Juifs, il s'appelait Rumkowski. c'était un peu le chef du ghetto? Voilà, le Le- chef de ghetto, mais il y avait Bibov, lui qui s'occupait, lui c'est un Allemand. Et toute la nourriture qui rentrait dans les ghettos, c'était pour des ouvriers, que nous, on a travaillé. Moi, j'ai travaillé dans une fabrique de Holzgalanterie. C'est-à-dire... Attendez, on continue là à parler le plus vieux des Juifs. Pourquoi vous m'en parliez? Ah, parce que lui, il s'occupait de tout le monde, Il aidait la tout le monde un petit nourriture. peu? Ah, il distribuait, il partageait Il la ne pouvait nourriture. pas aider, parce qu'il y avait Bibov. Ah, il surveillait, Vivant. l'Allemand surveillait Ah, le Juif. il était
dépendant de Bibov. D'accord. Il était plus tard pendu. Il a été pendu Pendu plus tard, après la guerre, pour... sur les Balutskirinek, c'est-à-dire la place où la nourriture est arrivée. Et, ok. On va parler un petit peu parce que le ghetto de Lodz, il a la particularité d'avoir été un ghetto de travail dans lequel on travaillait. Justement. Alors vous avez fait quoi comme travail Moi, là-bas? j'ai travaillé dans une fabrique des lits qui ont fabriqué pour les enfants des Allemands. C'était une entreprise allemande? Non, non, c'était juif. Et c'était du bois qui c'était tout équipé pour faire des lits d'enfants en bois. Et puis, j'ai travaillé devant une machine de bore-machine, c'est-à-dire chaque lit, il avait des trous pour ajuster les bois. Et c'est moi qui ai travaillé dans cette machine. Ah, donc vous faisiez des trous dans le bois pour que après les pièces s'emboîtent en bois. Et pour que finalement ça construise un petit lit. Un petit lit pour un enfants. lit pour l'enfant. Et après, alors, une fois que l'entreprise travaillait et construisait le lit, expédié en Allemagne. Elle le donnait aux Allemands ou c'était vendu? C'était expédié en Allemagne pour les enfants du soldat. Et en contrepartie, les Allemands ne donnaient pas d'argent, mais pas de nourriture. Dans les ghettos, il y avait de l'argent de Rumkowski. C'était pas de Deutschmark. C'était de l'argent de ghetto. Ah, c'était une monnaie spéciale qui servait que dans le ghetto. Qu'on a fabriqué spécialement pour nous. Ah. Des papiers qui n'avaient pas de valeur. Pas de valeur hors du ghetto. Ni hors du ghetto, rien. Et ça s'appelait comment cette monnaie? Le Rumkowski? Non, Rumkowski, il s'occupait. Ah, c'est lui qui... C'était de l'argent des ghettos. Ça n'avait pas de nom particulier? Non. D'accord. Avec cet argent, on nous a payé pour payer les rations de pain et s'il y avait un peu de farine, un peu de pommes de terre. Ça dépend. Chaque semaine, ça sortit une ration. Avec ça, on a payé, qu'on a gagné en travaillant. Ah, donc quand vous travaillez, ils vous donnaient une monnaie locale? Oui, pour payer la ration. Pour aller acheter un peu de la ration. De la ration. Et j'ai amené ma mère, elle a travaillé aussi dans cette fabrique. Elle a porté des planches, des travaux durs. Enfin, si on Mais c'était organisé par les Juifs, non? Il n'y avait pas d'Allemands dans l'entreprise? Non, non. C'était tout organisé par les Juifs? Par les Juifs. Et puis, si on n'a pas travaillé, on n'avait pas le droit de voir un peu de soupe à midi. Parce qu'à midi, il y avait la soupe. Et la soupe, c'était des flottes. C'était pas nourrissant, c'était juste pour tenir les coups. Alors, quelqu'un qui n'a pas travaillé, il n'avait pas droit. Pas droit. Non. On ne pourrait pas acheter la soupe. C'est avec un ticket qu'on a obtenu pour manger la soupe. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être, est-ce qu'il y avait des mouvements de résistance dans le ghetto? C'était tellement vous avez entendu parler dangereux, de résistance? Ah, c'était dangereux. Sur la peine de mort, si quelqu'un avait un radio, parce qu'on était obligé, quand on a fermé la radio, on était obligé de poser tous les radios. Le simple fait de détenir une radio, ça engendrait la peine de mort? La peine de mort. Alors, donc il n'y avait aucune résistance? Même si quelqu'un il ne pouvait pas parler ni dire ce qui se passe. Ah, s'il l'avait entendu, parce qu'il risquait d'être dénoncé? Bien sûr. D'autres juifs l'auraient dénoncé et auraient dit? Ça pourrait être. Oui. Ça pouvait arriver? Oui, parce que... Et pourquoi les juifs, ils se dénonçaient entre eux? Ils avaient quelque chose à y gagner? Oui, parce que ceux qu'ils ont dénoncé, ils ont obtenu tout ce qu'ils ont voulu. Ah, ils ont obtenu... Oui, tout ce qu'ils ont voulu. Enfin, ils avaient plus à manger? Il y avait les Gestapo qui a payé les hommes qui ont dit
telle et telle personne était riche. Alors, on l'a amené au Gestapo et on l'a battu jusqu'à la mort. Il fallait qu'il donne tout ce qu'il possède. Les Gestapo. Quand on a reçu, quelqu'un a reçu une feuille d'aller à Gestapo, il savait qu'il reviendra ou battu ou mort. Ils ont battu jusqu'à la mort, jusqu'à il a dit tout ce qu'il a caché, tout. Et alors, au-delà de ces feuilles que vous receviez de la Gestapo, est-ce que vous entriez en relation avec les Allemands? Oui, oui, mais ouais, j'imagine bien. Est-ce que vous avez... est-ce que vous étiez en relation avec les Allemands? Est-ce que vous les voyez de temps en temps? Est-ce que vous leur avez parlé? On les voyait avec les fusils, avec les... Vous les voyez de l'autre côté du barbelé, hors du ghetto? Ils nous ont surveillés. Et quelqu'un qui portait pas la étoile, il était tout de suite fusillé. Ah, même dans le ghetto, il fallait porter l'étoile jaune? Parce que quand on est sorti de la maison, et on a oublié un vêtement avec l'étoile, parce que sur chaque vêtement, il fallait porter une étoile. Ici, on n'avait pas d'étoile, ça veut dire qu'on va se sauver des ghettos. Ah. Il y avait des fils barbelés, et quelqu'un qui voulait risquer la vie, et il était tout de suite fusillé. Ils ont surveillé, ils ont tourné à droite et à gauche si quelqu'un il traverse les fils barbelés. Donc les Allemands, vous les voyez jamais, et quand on recevait un papier de la Gestapo, c'était très mauvais signe. Ah et oui, donc, mais c'était les riches. Surtout les riches qui recevaient des papiers de la Gestapo pour donner toutes leurs richesses. Il était dénoncé tout de suite par les Juifs. Par les Juifs. Parce qu'ils ont donné tout ce qui... Il n'y avait pas de solidarité un peu entre les Juifs? Si, il y avait, mais il y avait... Il y avait aussi toujours des mauvais. Des mauvais qui ont voulu s'enrichir et profiter. Parmi nous aussi, il y a des espions aussi. Il y avait des espions allemands parmi les Juifs? Dans le ghetto? Non, pas des espions allemands, mais des Juifs. Des Juifs qui espionnaient et qui racontaient tout. Quelqu'un qui... des mauvaises vies, dénoncer. Et pour voir tout ce qu'ils... Ils ont donné tout. Et à la fin, quand ils ont tout eu, ils ont l'espion aussi ils tuaient aussi l'espion. Oui. Ils n'ont pas besoin, ils ont rigolé. Allez hop, oui, ils ne s'est pas amusé. Et alors, on peut reparler un petit peu de votre mère? Finalement, comment elle a survécu au ghetto? Ma mère, elle était jusqu'à la déportation avec moi. Alors, quand on est arrivé à Auschwitz, elle est allée... il y avait un Allemand qui a dit, toi de ce côté-là, toi de ce côté-là. Ah. Moi, quand je devrais me séparer de ma mère, j'ai couru vers ma mère pour être ensemble. Ouais. Et il m'a donné, là, ici, avec son fusil, il m'a donné un coup. Il a dit, j'ai dit, ici, tu dois aller. Il a couru après moi, il a dit, j'ai dit, ici, tu dois aller. Pour vous sauver la vie, finalement. Mais bon. Alors que, quand je me suis mis à pleurer... Ça, c'était en mars 44. Donc, jusqu'en mars 44, jusqu'à Auschwitz... J'étais avec ma mère, dans les ghettos. Et... Ok. Et quand je me suis mis à pleurer... Entre 39 et 44, vous m'avez raconté tout à l'heure qu'il y avait eu une sélection et que vous l'aviez cachée dans l'armoire, mais il n'y en a eu qu'une seule? Il n'y en a pas eu d'autres? Ou à chaque fois vous faisiez le même combine et à chaque fois ça marchait? Ça marchait. Il est monté en vitesse, cherchait, il vérifiait. Et ça ne lui a pas venu à l'idée de retourner l'armoire, ou peut-être c'était trop lourd. Pourquoi faire? Parce qu'elle est allée au four crématoire, elle est allée aux chambres à gaz. Parce que quand on s'est séparés, ils ont tout de suite amené aux chambres à gaz. Les transports, je ne vous ai pas parlé des transports, des ghettos à Auschwitz. On a fini sur le ghetto, on parle maintenant plus
Il n'y a plus d'anecdotes qui vous reviennent en mémoire? Justement, je ghetto? suis en train de Ouais, réfléchir, de réfléchir. pour pas oublier. Bon, on peut faire une petite pause pour réfléchir si vous voulez. Non, on va continuer. On continue. Oui. Alors, en mars 44, donc le ghetto est liquidé. Liquidé. Pourquoi? Parce que, on en discutait tout à l'heure, Parce que il y a les Russes qui Bibov- approchent. Bibov, qui a dirigé le ghetto, il a dit vous serez le dernier parce qu'on a fait une production dans le ghetto. Il y avait des fabriques, des taillères, on a produit beaucoup de choses qu'ils ont transportées en Allemagne sans être payés. Nous, on n'était pas payés. C'est pour ça que le ghetto a été liquidé si tard. Et ils ont gardé le plus longtemps possible le ghetto parce que ça rapportait beaucoup. Et tous ces fabriques de grandes marques d'Allemagne, ils ont profité de notre travail. Ils sont enrichis en Allemagne avec notre travail sans payer un sou. Juste un morceau de pain et un peu de soupe qui ne coûtait pas cher. Et en fait, s'ils ont commencé à liquider le ghetto, on en parlait tout à l'heure. C'est parce que les Russes approchaient et ils commençaient à avoir peur. On nous a dit, parce que le ghetto, il était d'un côté et de l'autre, et là c'était l'autoroute. Il y avait une autoroute qui séparait le ghetto en deux. Et on était surveillés par les Allemands derrière les fils à barbelés. Et quand avant de nous déporter, ils ont dit, cet côté ghetto traverse de l'autre côté. Ils ont fait un pont. Un pont. Et l'hiver, quand la neige est tombée, pour traverser ce pont, c'était tellement dangereux que tout le monde glissait dessus. La neige, quand ils n'ont pas balayé, la neige était glissante. Et c'était très dangereux l'hiver de traverser ce pont. Mais on voulait voir quelqu'un. À la fin du ghetto, ils ont rassemblé l'autre côté d'un autre côté. Ils ont rassemblé. Et on nous a déportés. On n'a resté pas longtemps. Vous êtes restés combien de temps tous ensemble du même côté du ghetto? Ça n'a pas duré longtemps, là. Quelques jours, parce que là, déjà, ils organisaient la déportation. Des wagons ils circulaient une après l'autre. Sans interruption. Oui, des transports préparés d'avance. Tout était très organisé. Très organisé. On ne se rendait même pas compte comment ils ont fait tout ça. Et alors justement, est-ce que quand vous étiez dans le ghetto, vous aviez entendu parler des camps de concentration, des camps d'extermination? Vous sentiez que ça allait pas être bien, mais... Justement, ça me revient quelque chose. Il y avait un Allemand qui se saoulait. Et quand il était sous, il a raconté à un Juif que vous allez aller dans un camp de concentration et vous serez fusillé, liquidé. Alors, les Juifs, il est venu dans le ghetto, il a raconté ça. Quand les Allemands, ils ont appris qu'il a raconté ça aux Juifs, on l'appelait, ils étaient des frères. Les deux frères. Alors, on les amenait au cimetière. Les deux Allemands? Non, les deux frères juifs. Ah, les deux Juifs qui ont appris en parlant avec l'Allemand? Oui, ils ont... Ferme la porte. Bon, ça va. Oui. Alors, quand ils ont appris que l'Allemand, il a donné les secrets, ils ont amené au cimetière les deux frères. Ils ont dit de creuser un trou au cimetière. Ils ont mis un frère d'un côté, quand ils ont creusé le trou, et l'autre de l'autre côté, ils ont fusillé les deux, ils ont tous les deux frères tombés tout seuls dans le trou. Ils ont mis, mets-toi devant, tous les deux, ils sont tombés dans le trou. Ça, on a appris.
on a appris. Mais ils avaient eu le temps de parler, les frères. Ils avaient eu le temps de le dire à d'autres. Justement, quand ils ont raconté aux proches Hmm. que l'Allemand, il lui a dit ça, Après, il y a eu des rumeurs. alors ils ont dit, tu as raconté à quelqu'un d'autre? Ils ont dit non. Parce que si Oui, auraient dit... ils auraient fusillé ils tout le l'ont monde. fait, oui. Alors, Mais en vrai, ils avaient quand même eu le temps de dire à oui. d'autres. Un qui a raconté l'autre. C'était en cachette qu'ils ont fait ça. Et les Juifs, ils étaient complètement... ils ont dit, il a quand même parlé l'allemand. De ça, on savait qu'ils étaient fusillés. Mais alors, Après, mais alors, finalement, vous saviez ou vous saviez pas? C'était pas une... exactement. Vous étiez pas sûr, mais c'était quand même... Parce que quand ils ont raconté ça, les gens, ils ont dit, c'est Ouais, des c'est fous. des bêtises. C'est des fous, il ne faut pas leur croire. Voilà. Et alors, on s'est calmé parce qu'on a dit... Et vous disiez aussi c'est des fous ou... Oui, comme parce tout que le monde. vous vouliez Oui, y comme croire tout et le vous monde, il vouliez a dit, espérer. c'est des fous qu'ils ont raconté, ils ont inventé des choses comme ça. Alors, nous, on a même pensé qu'ils ont bien fait de les fusiller parce que on ne croyait pas. On a dit, c'est des fous qu'ils ont inventé ça. Bon, Tellement qu'on avait du mal à croire que des choses peuvent ça arriver. pouvait aller être pire, que ça puisse être pire que le On avait ghetto. du mal à croire. À l'imaginer. Oui, C'était... Ouais. malheureusement. Or, donc, le ghetto a été évacué. Vous êtes parti en train. Avec... En train serrés un contre l'autre dans le wagon des des wagons à bestiaux. Et ils ont fermé ta petite ville. Ils ont fermé et les gens ils ont crié, les enfants, les grandes personnes. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas d'eau. On a tellement pleuré qu'on avait soif d'être serrés comme ça. On avait soif et faim. Et ils ont mis au milieu, ils ont mis un seau pour se soulager quand quelqu'un avait envie d'aller au toilette. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils n'ont pas honte de faire ça. Plus tard, moi aussi, j'ai fait ça parce que ça durait assez longtemps jusqu'à arriver à Auschwitz. Ça a duré combien de temps? Une journée, 2 journées, une semaine, 15 jours? Non. Une journée. C'est pas très très loin. Non, c'est pas une journée. Une journée entassée comme ça, on se demandait qu'est-ce qui va nous arriver maintenant. Et on s'arrêtait quelque part, je me rappelle. Il y avait là-haut, il y avait une petite fenêtre. Alors les gens, ils ont monté un sur l'autre pour voir où pour on est. Pour regarder où est-ce qu'ils étaient. Oui. Et alors, il y avait des Polonais. Alors, il y avait une femme, elle a dit, tiens, je te donne ma montre, donne-moi un peu d'eau. Il a pris la montre, mais de l'eau, il n'a pas apporté. Et les Polonais, ils ont rigolé de nous. C'était tous des antisémites, les Polonais. Et ils ont dit, ils ont pensé, ils ont fait avec les Juifs, mais pas avec nous. Mais avec eux, ils ont aussi commencé, mais pas autant. Mais les Polonais, quand ils ont vu un Juif quelque part, ils disent « Oh là là, ici, il y a un Juif !» Si quelqu'un qui voulait sauver, parce qu'on savait, on risque la mort, on perd rien. Alors, il y a des gens qui voulaient sauver. Alors, les Polonais, ils ont dénoncé. Ils vous dénonçaient. Oui. Et donc, au bout d'une journée, vous êtes arrivé à Auschwitz. Ça a été la sélection. Donc, votre mère d'un côté, vous de l'autre. Moi, de l'autre côté. On est arrivé et on nous a... je vous ai dit qu'arrivé à Auschwitz, on nous a mis dans un... on est rentré dans un bain et on nous a coupé les cheveux, les vêtements d'à côté. Moi, j'avais une petite bague, une petite en or. Il y avait une caisse
où tous les bijoux, il s'est Étaient pas amusé récupérés. pour enlever, mais il a coupé avec, Avec le doigt? non, avec Non, avec, un avec une pince, tenaille. oui, Ouais, une tenaille. Il a coupé tout ce qu'on avait, fallait dans cette caisse fallait le mettre. mettre. Et Mais alors vous n'avez pas été tatoué, vous non, m'avez dit, ils n'avaient pas le temps de nous parce que tatouer. c'était déjà la fin de la C'était la guerre. fin, ils Ils n'avaient étaient pas le pressés, temps. Les Russes, ils commençaient à étaient pas s'approcher. loin. Et plus que les Russes s'approchaient, plus qu'on nous a. Une fois, on était à Auschwitz, j'étais avec une copine avec qui j'étais déportée Depuis le ensemble ghetto, des ouais. ghettos. J'ai dit, tu sais, Eva, euh, là-bas, il y a un bloc 31 qui s'en va. Alors, il vaut mieux qu'on aille là-bas parce qu'on sera plus loin des fours crématoires, des chambres à gaz. Parce que vous, votre bloc, vous vous souvenez encore du numéro de votre bloc? Là où vous étiez? Enfin, 27, 28, je ne me rappelle pas. un numéro. Mais Mais je me c'était rappelle une proche chose. Je me du rappelle fort. une chose, qui est à côté de ce bloc, il y avait un tonneau, et au fond du tonneau, il y avait un tout petit peu d'eau. Je regardais dans ce tonneau, je dis, c'est moi, c'est pas possible Ah, pour que ça voir soit. votre visage et votre... Oui, parce que j'avais pas de cheveux, et ça arrivait qu'une sert à l'autre n'a pas On se reconnu. reconnaît. On ne s'est pas reconnu. Et une femme, quand on lui coupe les cheveux, euh, elle devient Méconnaissable. méconnaissable. Et votre bloc, il n'était pas très loin du four crématoire, mais Oui, on voyait la fumée et ça et vous sentait sentiez la, l'odeur, la chair brûlée. On la chair sentait. brûlée. Et notre bloc, elle testait, c'est-à-dire celle qui était dans notre bloc, elle s'occupait de notre bloc. Elle était juive aussi, déportée, mais elle a volé dans les ghettos et elle était déportée avant nous, pour Ah. le vol. Et vous l'avez retrouvée là-bas dans le... Et quand je la vis, elle s'appelait Lucia Simonovic. Hmm. Je me rappelle exactement. J'ai dit, mais tu me connais? Tu me connais? Elle a dit, je connais personne. Et quand ne crois pas que tu es venu là, ici, pour me connaître, tu es venu pour être exterminé. Et elle a dit à tout le monde, vous êtes restés tranquille parce qu'on était dans ce bloc, il n'y avait pas de lit. Hmm. Et, une à côté de l'autre, comme des harengs dans un tonneau. Comme ça, exactement. Et elle a dit, ça ne vous plaît pas? Vous n'êtes pas venu ici pour vivre, vous êtes venu pour être exterminé. Et taisez-vous. C'était la chef du bloc, c'est Oui. ça? Et le matin, on nous a donné un peu de café. Et ce n'était pas de vrai café, la flotte noire, quoi. Alors elle a dit, parce que vous n'êtes pas gentil, elle a versé sur nous ce café. Versé sur nous. Alors qu'elle était juive Trempé. aussi, Oui, elle s'est vengée sur nous. Parce du que, mal que les Allemands lui faisaient. non, Parce non, que- c'est les Juifs qui l'ont Oui, oui. déportée. Oui. Parce qu'elle a volé. Ah, elle a été livrée par les Juifs aux Allemands Oui, parce oui, qu'elle avait que volé. Les voleuses et les voleurs, ils étaient Ils les étaient premiers déportés. pour être déportés. C'était peut-être normal. Et après, il s'est mis dans les hôpitaux. On n'a pas besoin de malades Hmm. déportés. Nous étions. Alors, chaque fois, l'Allemand est venu, il a dit des Kleider ausziehen, c'est-à-dire enlever les robes. Et il nous a regardés comme ça, avec un bâton, si quelqu'un ne voulait pas se déshabiller ou quoi. Il a bâti. Mengele, il s'appelait Mengele, tout le monde connaît. Mengele, vous l'avez rencontré vous-même? Oui, je l'ai C'était le rencontré. docteur, c'est ça? Oui, il a fait d'expériences sur les malades, sur les femmes. Sur vous? Non, pas sur moi. Mais Vous étiez une travailleuse. non, oui, mais les femmes enceintes, il a pris
les jumeaux, il a fait d'expérience sur... Enfin, vous l'avez rencontré. oui, il se promenait comme ça fier et il nous a donné des coups de bâton, Ravage, oui. des ravages sur la tête, sur le visage. Il était recherché, il n'était jamais retrouvé. C'est dommage. Et on continue à parler donc de la vie, enfin de la vie, ce qu'on peut appeler de la vie à Auschwitz. Auschwitz. Alors, Vous étiez en relation avec le Sonderkommando non, les hommes à part, les femmes à part. Ah, On pourrait pas aller. C'était que des hommes qui s'occupaient des... On ne pourrait pas aller aux toilettes quand on avait besoin. On avait une fois par jour Le droit d'aller aux le toilettes. droit d'aller aux toilettes. Et quand il faisait froid, on avait besoin de faire pipi et il n'y avait pas moyen. Et on a resté par terre, pas dans le lit. On n'avait pas de lit à Auschwitz. Vous étiez à combien? Enfin, on a vu les images. Vous étiez à combien dans chaque... Enfin, on peut pas dire lit dans chaque Beaucoup, bloc. beaucoup. Alors, de temps en temps, il y avait un Allemand qui venait, il a demandé qui c'est de vous savent danser. Alors, il y avait des vraies danseuses. Alors, il y avait un podium, il a dit danse. Alors, elle a dit je n'ai pas de musique, je ne peux pas danser. Elle a dit danse. Et chaque jour, il est venu. Et il a fait danser des filles qui savaient danser. Et pour la nourriture à Auschwitz, c'est pas la peine de dire. C'était... On était entourés. Il y avait de la nourriture le matin et le soir? Non. Une non, soupe quand? Une soupe. Une midi. soupe par jour? Oui. Alors, je me rappelle, chaque jour, il y a une autre fille qui devrait aller, des filles qui devraient porter la soupe. C'était des grands... Des grandes marmites? Marmites. Et là-bas, la terre, elle était des glissantes, des argiles. Et quand il pleuvait, on glissait dessus. Ouais. On nous a donné des sabots en bois, des sabots. Alors j'ai attaché avec un morceau de fil de fer, mais ça m'a tellement blessé les pieds que j'ai enlevé les sabots et je marchais à pieds nus. Pieds nus dans la boue. Oui. Et une fois, chaque fois, une autre devrait chercher la soupe des filles. C'était très très lourd. Alors juste c'est tombé sur moi qu'il pleuvait et on glissait. Et la soupe, Vous avez glissé avec la soupe? elle s'est versée sur nos jambes parce qu'on tombait, ça glissait, on n'avait pas d'équilibre. Et quand je suis arrivée, ma copine avec qui j'étais ensemble, elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue dans cet état. Elle s'est mise à pleurer, je dis, mais ne pleure pas, je suis déjà là, je suis arrivée. Quand elle m'a vue dans quel état j'ai été, une fois, je me rappelle, il y avait des Hongroises. Et ils sont venus avant nous, à Auschwitz, et ils se débrouillaient pour Qui voir... De Hongrie. Ah, des Hongrois. Oui, d'accord. Hongrois. Ah, des Hongroises. Oui. D'accord. D'Hongroises. Ils se débrouillaient, et puis ils avaient connaissance là-bas. Ils se débrouillaient pour voir un peu de soupe de plus. Et puis on nous a donné 5 personnes un casserole de soupe. C'était pas chaque à part. Non. Alors il fallait boire comme ça. Après l'autre elle arrachait la casserole. T'as assez mangé et laisse-moi aussi. On était 5 pour manger une casserole. Oui.
Alors Et imaginez-vous, pourquoi ils ont fait ça au lieu de distribuer la mais ils soupe voulaient dans pas des se, petites mais ils voulaient assiettes? pas se casser la tête, ils voulaient qu'on se batte entre nous. Ah. Oui. Alors, Et pourquoi vous m'avez parlé des Hongroises? oui. Et il s'est débrouillé de voir un peu de soupe en plus. Hmm. Je sais pas, par la cuisine. Hmm. On a Je vais aller fermer la porte. Une seconde. Mani, Oui, et là aussi. et là aussi, oui, oui. Ça y est. Voilà, c'est fermé. Et alors, les Hongroises avaient toujours plus de soupe. Pas toujours. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour voir la casserole de soupe. Ils ont gardé là-bas quelque part la soupe quelques jours. Et une fois, une fille, elle vient, elle dit, tu veux un peu de soupe? J'ai dit, oui, oui, je veux. Et elle m'a donné la soupe. Et c'était la soupe aigre qu'elle a gardée De plusieurs jours? plusieurs jours. Et ça m'a fait une diarrhée terrible. Épouvantable. Des choses comme ça. Je n'oublie jamais cette soupe aigre qu'elle m'a donnée. On était entourés à Auschwitz avec des fils barbelés électrisés. Électrifié, oui. Oui. Et ça suffisait 3 minutes. Si on s'approchait de ces fils, on était électrocutés. Il y avait tous les jours, il y avait d'autres qui s'approchaient. Ils avaient du courage. Et moi, je vous dis la vérité, je n'avais pas de courage, mais je voulais mourir à tout prix. Sur ces barbelés? Non, j'avais pas de courage, c'est ma Pas poche. assez de courage pour... Oui, mais je voulais mourir, je voulais à tout prix mourir, mais pas s'approcher des fils de... J'avais peur que ça va durer trop longtemps. Alors, il y avait des avions qui survolaient. Nous, on avait derrière la robe KL, avec des lettres blanches. Ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Camp concentration, Ah. KL. Hmm. Et alors, moi, on se promenait, on était à côté les blocs, et on voyait les avions, je dis, pourvu qu'ils jettent une bombe sur nous. C'était des avions allemands? Ou On des avions russes? Non, Ou c'était américains? allemand. C'était Des avions allemands? Ils nous ont surveillés de là-haut. Vous avez jamais vu passer d'avions américains? Non, ils étaient... Pourtant, ils ont réussi à survoler Auschwitz. Mais Ils- pas à cette époque-là, peut-être Ouais, à la peut-être. fin. À la Non, fin, le risque. en fait, quand on va à Auschwitz, on est allé, on a vu qu'il y a une photo qui a été prise vue du ciel par un avion américain. Et Ah. donc, depuis la création de Auschwitz en 1942, les Américains savaient et ils voyaient comment c'était organisé et Ah tous les bon, services. ils voyaient. C'est pour Mais ça ils que je ont- demande, peut-être les avions, c'était pas Mais des. est-ce que je savais, Oui, on voyait comme ça ouais, de peut-être. loin, Ouais, on voit voyait pas si c'était des Non, Allemands ou des on Américains. peut pas. D'ailleurs, ils ont volé très haut pour qu'on ne puisse pas les descendre, peut-être. Ah bah voilà, mais si ça se trouve, c'était Mais pas on des voyait Allemands. des avions passer. Alors on ne savait pas si c'est les Allemands ou c'est... On savait Ouais, pas. faisait pas attention. Et on parle un petit peu de votre travail à Auschwitz? À Auschwitz, je n'ai pas travaillé. Vous... Non. Quand on était déporté à Chemnitz, dans une fabrique Bon, d'ammunition. on va en parler après. Mais alors à Auschwitz, vous êtes resté plusieurs mois quand même. Vous êtes resté Oui, combien de temps là-bas? Jusqu'à janvier 5, 6, 7, peut-être, je ne me 7, rappelle 8 pas. mois. Vous J'ai vous souvenez pas? Non, non, j'ai aucune... Vous avez perdu la notion des dates et Oui, on ne savait pas quelle date on est, Vous et avez... quel mois, et que ça ne nous a pas intéressé. Juste, on pensait, peut-être aujourd'hui on va mourir, ou peut-être demain, peut-être... Oui, il n'y avait plus de... Non. Vous fêtiez plus vos anniversaires, plus vos... Non, mais Oh, juste loin de pour ça. souhaiter. Non, on ne savait pas quelle date on est, rien Vous du oubliez, tout, pas vous de avez- monde, rien du tout, comme de bêtes, comme de bestioles.
Bon, vous êtes resté plusieurs mois à Auschwitz sans travailler? Sans C'était possible travailler, ça? sans travailler, ils ont mangé. On nous a donné une dimanche, je me rappelle une fois, on nous a fait une fête et on nous a donné une pomme de terre en robe et un peu de fromage blanc. C'était la grande fête. Mais, Mais après, pourquoi ils gardaient les Juifs s'ils les faisaient pas travailler? on voulait C'était la exterminer, faim? mais c'était, ils ne savaient pas. C'était mal organisé? Chaque jour, il y Hmm. avait d'autres qu'ils ont brûlés. Qui a- Et nous, ils ont gardé peut-être qu'on va pouvoir travailler pour eux Hmm. encore. Le camp était désorganisé, vous le sentiez? Et, et sur les fronts, sûrement qu'ils étaient très embêtés, qu'ils ne pensaient pas à nous exterminer. On Hmm. était de moins en moins. Et alors toute la journée, vous faisiez quoi? Vous restiez dans le bloc? Et, alors, le matin, à 5 heures, c'était Tsei l'appel. Hmm. Alors, on nous a compté de 5 heures jusqu'à 8 heures, parce qu'il y avait beaucoup de gens. blocs. Hmm. Ils voulaient savoir si ça correspond avec si quelqu'un s'est sauvé. Alors, ils ont compté, ils recompté. Et chaque fois, ça ne correspondait pas avec. Parce qu'il y avait 2 morts entre les temps, Hmm. qu'il fallait les compter aussi. Et quand on a resté au Tsei l'appel, il a fait tellement froid qu'on a resté une collée à côté de l'autre pour Vous avoir réchauffer. chaud. Et ça dirait, ça dirait. Jusqu'à. Ils avaient leur compte. Avant, on ne pouvait pas rentrer dans les blocs. C'était comme ça. Le Tsei l'appel, ça me rappellera toute ma vie comment c'était dire. Et il y avait des personnes qui ont tombé. Hmm. Alors on n'avait pas le droit de les toucher, ni d'animer. Rien. Tomber, tant mieux. Une sœur à côté de l'autre, elle n'avait pas le droit de soulever sa sœur. De la soutenir. Alors, comme on était dans un état comme ça, j'ai dit à ma copine, on va essayer de partir avec ce bloc qui se prépare pour partir et on sera plus loin des fours crématoires et des chambres à gaz. Et elle m'a écouté, et on est allé, et de là-bas, on nous a envoyés à Chemnitz de travailler. Ah, parce que ils commençaient en fait à évacuer à Auschwitz. Ils ont commencé, et ce bloc était Et ce dans les bloc premiers. à J'ai partir. dit, oui, j'ai dit, il vaut mieux partir parce que là, ça nous Mhm. attend la chambre à gaz. Parce qu'on voyait bien que quand ils ont vidé les chambres à gaz, les morts, les Sonderkommando, ça Mhm. s'appelait, Mhm. et, et ils étaient chargés pour traîner tous ces morts et dans Jusqu'au four. non, il y avait des tombeaux qu'on a mis dedans tous les gazés Mhm. et on a mis dessus de Mhm. chlore Mhm. pour il n'y aura pas de malades. Ah, pour les typhus. maladies, pour pas Pour- que les maladies se propagent. Oui, parce qu'ils avaient peur pour eux. Ouais. Parce que les Allemands, ils étaient là-bas aussi. Mhm. Ils avaient peur pour eux. Ça, vous pouviez le voir quand vous étiez à Auschwitz? Non, C'était pas possible non, de voir tout je ça. ne pourrais pas voir ça. Parce que c'était caché, Mais c'était. j'ai appris après. Ouais, ouais. Comment? Après, j'ai appris quand je voyais à la télévision, j'ai dit tous ces gazeux, parce que les hommes de commando racontaient comment ils ont travaillé. Et pour eux, ils ont donné un morceau de pain en plus, Mm. parce que c'était un travail qu'on ne Atroce. pourrait pas s'imaginer. Alors les hommes, ceux qui ont travaillé dans les hommes de commando, ils ont préféré mourir, parce qu'ils savaient quand ça sera la fin, c'est eux qui vont passer. C'était la loi des Allemands, comme ça. Et on ne pourrait jamais imaginer ce qu'après la guerre,
ce qu'on a appris, ce que les Allemands pourraient faire à un peuple si cultivé et si, avant de la guerre, on croyait que c'est des anges. Voilà. Comment les hommes qui ont eu des enfants eux-mêmes pourraient faire ça avec les autres enfants? Ça, on ne pourrait pas s'imaginer. Qu'un homme qui est père de famille pourrait faire ce qu'il a fait. On continue? Oui. On parle de... Donc, Auschwitz a été évacué et vous êtes parti vers Chemnitz. Chemnitz, ça se trouve... Où ça? Ça se trouve en Saxe. En Saxe, en Allemagne. Yeah, oui. En Allemagne. Et vous êtes parti comment? Vous êtes parti en train? Ou à pied? Mais pas à pied. Il y avait des wagons. Il y avait des wagons? Des wagons qui ont nous amenés, des wagons ouverts. Où il y avait des charbons par terre. Ils ont transporté des charbons. Avec tout ce qui traînait, ils oui, étaient tellement désorganisés et une après l'autre. Et je me rappelle, il y avait un Allemand et il a dit Aussteigen, ça veut dire. Descendez. Oui. Alors il y avait plusieurs qui bougeaient plus, qui étaient morts en route. Alors qu'il a crié Aussteigen, schnell, schnell, vite, vite. Et puis on nous a amenés tout de suite à Chemnitz dans une fabrique d'ammunition qui s'appelait Kabis. C'était marqué Kabis, et c'était une fabrique d'ammunition. Il y avait des Allemands là-bas et des femmes Aufseherin, des femmes SS qui nous ont gardés. Quand on est allé même aux toilettes, elle vous surveillait. Oui, elle a couru après nous pour nous surveiller. Ils étaient tellement méchants, ces femmes, qu'on se demande s'ils avaient un cœur ou pas. Par exemple? Ils ont crié après nous, ils ont crié Die Affen gehen schon, ça veut dire les singes, ils viennent, parce qu'on avait des têtes rasées. Alors qu'il y avait parmi nous des très belles filles, et avec les têtes rasées, ils n'avaient pas de beauté. Et ils étaient moches comme tout. Ils étaient même jaloux de cette belle fille, qu'ils étaient moches, habillés en SS, en soldats. Et il y avait des Italiens qui ont travaillé dans cette fabrique. Des Italiennes? Non, des Italiens. Ah, il y avait aussi des hommes qui travaillaient dans la fabrique? Non, attendez. Et ces Italiens, ils devraient nous apprendre à travailler sur les machines d'ammunition. Alors moi, j'étais parmi ceux qui ont eu une fabrique, et ils ont eu une machine pour faire des balles, qui dans ces balles, il y avait des poudres d'ammunition. Ces balles, et on nous a donné un appareil qui devrait mesurer tant et tant millimètres, pour que ça sera ni trop profond, ni trop basse. Ça devrait correspondre avec ce comme un thermomètre. Et moi j'ai appris là-bas, travailler sur cette machine. Et donc tous les 2 semaines, juste à moi, il y avait plusieurs machines qui marchaient la nuit. Alors, je devrais travailler la nuit à la place du jour, 1 semaine la nuit. Ah, 1 semaine le jour, 1 semaine la nuit. Oui. Semaine le jour, alors que dans la journée, je ne pourrais pas dormir, et j'avais faim. Et dans la nuit, j'avais aussi faim. Alors que quand on dort, on ne sent pas la faim. Mais si je travaillais la nuit, je souffrais de faim. Et dans la journée, je ne pourrais pas dormir parce qu'il y avait des autres qui ont
du qui ont bruit. été dans le bloc. Alors que c'était très très pénible. Et tous les quelques jours, ils sont venus. On avait à la place des matelas, là c'était des lits surposés, trois lits qui s'étaient fabriqués quelconque des planches. Et les planches, souvent quand ils étaient secs, ils ont tombé. Et à la place des matelas, il y avait un sac avec Et alors du les paille. lits dégringolaient les uns sur les autres? Oui, de temps en temps. Et ceux qui étaient dessous, alors Parce que les bois travaillaient. Oui, ils s'usaient. Il était usé. Non, pas usé, mais c'était mouillé. Les bois étaient pas secs. Et quand il a séché, les planches, ils ont tombé un sur l'autre. C'était fait quelconque, c'est pas des ouvriers perfectionnés, mais en vitesse comme ça, vite fait. Et chaque fois, la local test est venue et nous a cherché dans les sacs de paille où on a dormi, parce que par terre on a dormi, des filles dans un lit. Alors, C'était par terre ou c'était dans des lits superposés? superposé, Ah, dans des lits superposés, oui. Alors, il y avait un petit peu de paille sur le lit, c'est un ça? peu un sac avec du paille. Avec un. Ouais. Oui, et puis ils ont cherché dans le sac à paille si on n'a pas quelque chose d'ammunition, ils ont cherché. Ils n'avaient pas confiance en nous. Ah, si vous cachiez des munitions? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont cherché. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Une fois, c'était pour Noël, on nous a donné une petite pomme. Alors nous, on a mis cette pomme pour une grande fête. Et on a mis dans ce sac à paille. Et elle a trouvé ça. Elle a crié, mais enfin, c'était notre pomme, une petite pomme. La misère était très, très grande. Et quand on nous a amenés au travail, tous les matins, on était comme ça, 5. Ils ont toujours dit Einsteigen am 5. Ça veut dire Sortez par rang de 5. par 5. Il y avait des Hitlerjugend en route. Exprès, ils nous ont attendus pour nous donner des coups. Des jeunes des jeunes, hitlériens, les jeunesses hitlériennes. Oui, ils nous ont donné, on leur dit de nous donner des coups pour aller travailler. On a eu des coups. Et vous êtes resté de janvier à avril, donc 4 mois environ, dans ce... Je ne peux pas dire combien de temps. Exactement. Non, ça m'a pas... j'ai pas réalisé, j'avais pas la notion de temps. Non. Vous avez perdu la notion Oui, du temps. oui. Une fois, je me rappelle, la bloquelle est venue, elle a dit qui c'est qui veut travailler? Alors, moi, je me suis dit, j'aurais peut-être quelque chose, une récompense pour le travail. Alors, elle m'a amenée dans une cave pour faire le horde dans la cave. Et il y avait des gros rats comme ça. Ah, quand je suis revenue pour mettre le horde dans la cave, et à la fin, vous savez ce qu'elle m'a donné? Un hareng. Parce qu'elle avait un tonneau d'hareng dans la cave, mais j'avais pas de pain, j'ai mangé comme ça, mais je partageais avec mes copines. Et en route, j'ai trouvé dans cette cave une vieille peigne. C'était une fortune. Alors tout le monde m'a dit, Esther, tu me prêtes la peigne. Ah, vous l'avez pris sur vous l'avez dissimulé dans vos vêtements pour pas qu'elle vous voie. Oui. Et après, en sortant, vous l'avez prêté aux autres. C'était une fortune. On avait déjà des cheveux coupés, mais ça commençait à repousser.
Et puis toutes les Il filles, vous ont laisse voulu coiffer un petit peu? un petit peu de mettre de l'ordre. Alors, quand on n'avait rien du tout qui est une robe, on a trouvé une vieille chemise quelque part, je ne me rappelle pas où j'ai fait pour ma copine et pour moi un soutien-gorge. Moi, je savais coudre un petit peu. Alors, je faisais un soutien-gorge pour moi et pour ma copine. Et tout le monde était jaloux de ça. Oh là là, une fortune, quoi. On ne peut pas s'imaginer quand on est dans un camp comme ça, que ça manque de tout, de tout. Même pas un morceau de savon, ni rien, on se lavait les mains, Et vous laviez le corps? Il y avait pas un petit peu avec de l'eau froide. Il y avait un jet d'eau ou Non, des non, douches? non, il y avait un robinet. Un robinet? Un robinet, je me rappelle, j'ai ramassé un morceau de bouteille qui était cassé et j'ai mis un peu d'eau dans la moitié d'une bouteille cassée. Je me suis dit, pour mouiller les mains, pour faire un peu de toilette. Et il y avait une fille qui voulait m'arracher cette bouteille parce qu'elle voulait aussi. On était comme des bêtes. Elle voulait m'arracher cette bouteille, je n'ai pas laissé. Et elle m'a blessée là, ici, j'ai encore une cicatrice. On la voit encore, hein? Oui, on voit encore. Alors je suis allée à l'infirmerie, il y a une cicatrice là. Ça n'arrive pas à se mettre bien au point Oui. avec le caméscope. On voit ici. Ouais, j'arrive pas à la régler là. C'est trop. Ah si, voilà, ça y est, là, ça y est, c'est réglé. Une cicatrice qui va jusque-là. Ouais, bon, ça se règle mal. Ok. Et alors? Et alors, je suis allée à l'infirmerie et j'ai dit, donnez-moi quelque chose, ça coule, du sang, ça coule. Elle m'a dit, quoi? Si ça va gonfler comme cette armoire, c'est là que je te donnerai. L'infirmière. Si ça va gonfler comme cette armoire. Là, je te donnerai un petit peu de quoi Oui. mettre un pansement. Oui. Ça, c'était Chemnitz. Chemnitz. C'était plus dur finalement qu'à Auschwitz ou... Parce Non, que là, vous... non, à Auschwitz, c'était le pire parce que... On pourrait au moins aller aux toilettes. À Auschwitz? Non. Ah, à Chemnitz? À Chemnitz. Parce qu'on a travaillé là à la fabrique. La nourriture était un petit peu mieux aussi à Chemnitz? Un petit peu mieux, mais enfin... pas à la ouais, fin. Non, c'était de toute c'était façon pauvre, très nul. très pauvre. Et une de mes camarades, elle était prise pour aller à la cuisine, pour faire la soupe. Alors elle m'a dit, si personne ne me voit, je te donnerai une pomme de terre. Crue. Puis on pourrait manger comme ça, quand on a faim. Et alors, elle a réussi à... Et de temps en temps, elle m'a donné une pomme de terre crue. Elle arrivait à sortir une pomme de terre Oui. de la cantine. Oui. Ça vous a aidé à tenir jusqu'à ce qu'ils évacuent aussi Chemnitz? Et de Chemnitz, on nous a amenés en Tchécoslovaquie et la SS, les femmes d'SS, ils nous ont accompagnés. Et une qui nous dit comme ça, tu veux que je dise en allemand ou... En allemand, oui. Wer wird mir die Stiefel putzen? Ça veut dire, qui c'est qui va me nettoyer mes bottes? Parce que nous, on lui a nettoyé les bottes, Tout. tout.
Alors, quand elle nous accompagnait, elle a dit, qui c'est qui va me nettoyer mes bottes maintenant que je vous laisse? Alors qu'elle savait que nous, on sera libérés et elle va retourner en Allemagne. Et nous étions en Tchécoslovaquie. Donc vous êtes parti, c'était probablement vers la fin avril 1945. Oui, Vous êtes parti vers Heideran, Eideram. en Tchécoslovaquie. Et j'étais libérée. Heideran, c'est le nom d'une ville, Oui. c'est ça? Petite ville. Et là-bas, après, je t'avais dit, la ville à côté, Theresienstadt. Theresienstadt, j'étais libérée. Et je suis allée tout de suite, quand les Russes y sont arrivés. Aujourd'hui, on m'a amenée dans une ambulance à l'hôpital. Le jour même où les Russes sont entrés Oui. dans Theresienstadt. Attendez, vous Alors- êtes parti à Heideran et en fait c'était aussi Theresienstadt, c'était la même chose en fait. Oui, C'était oui. la même. Mais- C'était deux petites villes qui étaient l'une à côté de mais l'autre. c'était déjà préparé pour nous exterminer. Ah, ils voulaient ils vous ont- emmener à Heideran pour Mais vous ils n'ont pas exterminer. arrivé, c'était trop tard pour eux. Et, C'est pour ça qu'ils vous ont emmené à Heideran. et et- toutes mes copines, Et pourquoi ils vous ont. Attendez, pourquoi ils vous ont emmené en ambulance? parce que j'avais 41 de fièvre, j'avais le typhus. Ah. Alors, une de mes copines, elle a dit, bon, toi, on m'a donné une couverture en arrivant. Et quand je suis tombée malade, elle m'a dit, mais toi, tu n'as plus besoin de couverture, donne-moi là. L'air de C'était- dire, tu vas pas Ouais, tu vas pas revenir, survivre. oui. C'était toujours votre copine de. Non, depuis pas celle-là, Ah, une autre, une autre. Celle-là, elle était aussi avec vous encore? Oui, Vous elle êtes est tout le temps venue restée me ensemble? voir à l'hôpital et elle s'est habillée en infirmière parce qu'elle n'avait pas le droit de... Oui. Et elle m'a porté, les Russes, quand ils sont rentrés, ils ont donné des cigarettes et des pruneaux. Des Des pruneaux, pruneaux, oui. oui. Alors elle a dit, je t'ai amené, là-bas on pourrait faire cuire. Elle a dit, je t'ai amené des pruneaux. Alors j'étais contente, mais je ne pourrais pas les manger parce que j'avais tellement la fièvre et je me voyais partir. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est dommage que j'ai tenu jusque-là et maintenant je vais partir. Vous êtes. J'étais lucide et je me suis dit, c'est dommage, tant des années D'efforts pour d'efforts pour arriver là, ici, et mourir. terminer juste le jour que les De la Russes y libération. sont rentrés. Après, elle est venue, Elle j'avais s'appelait comment, la copine? Eva Eva. Shumirai. Eva Shumirai. Shumirai. Et elle est devenue folle. Quand on nous a déportés en route, elle est devenue folle. Sur la route de Chemnitz? Sur la route de Heideran? Oui, et quand elle est devenue folle, elle m'a battu, elle m'a arraché les cheveux. Alors, il y avait une autre fille qui elle est là, encore là. Elle est encore. Oui, elle me rappelle toujours. Elle m'a dit, laisse-la tomber. Et tu ne peux pas la traîner. Je voulais la traîner pour qu'elle la sauver. survive. Oui. Et elle m'a tellement battue, elle est devenue complètement folle. Et elle est arrivée à Lodz. Elle est arrivée à Lodz. Mais Et c'est moi, j'étais à l'hôpital. Elle est arrivée avec un groupe. mais c'est pas Eva qui vous a apporté des pruneaux à l'hôpital? Qui Oui. s'était Et transformée en après, elle infirmière? est devenue folle. Oui. Elle, Ah, alors elle est devenue folle après être arrivée à, oui, en à route. Theresienstadt. En route. En route? Oui. Mais quand est-ce qu'elle vous tirait les cheveux là? Je comprends pas. Elle vous tirait les cheveux et Parce après elle qu'il vous a fallait apporté des marcher. pruneaux? Non, non, avant, elle est tombée, elle était, avant, elle était normale. Et à force de survivre, de tout, vécu tout ça, C'est après la libération qu'elle est devenue folle? Oui, et quand on devrait rentrer à la maison, elle est devenue folle. Ah, c'est après, quand, à la fin de Theresienstadt, quand vous avez voulu retourner vers Lodz, Oui. Là, Après, là, elle a elle est devenue- guéri. C'était
une dépression peut-être. Oui, oui, certainement. Et je suis arrivée à Lodz, elle n'était pas là. Après, je me suis renseignée et je l'ai trouvée à Lodz. Et elle était déjà dans un appartement qu'on lui a prêté, donné. Et moi, je suis rentrée dans notre appartement à Lodz. Et les Polonais habitaient dedans et je reconnais tous nos meubles, et la vaisselle, et les rideaux, et les tapis, tout ce qui était comme chez nous. Et je dis, vous savez, c'est notre appartement. Elle a dit, sors d'ici, sinon on te tue. Sors d'ici, vite. Alors, j'ai couru en vitesse. J'avais peur que son mari va me tuer. Mais attendez, on est passé très rapidement là jusqu'à Lodz. Vous m'avez dit, donc vous êtes arrivé à Heideran pour être exterminé. Alors, finalement, les Russes sont arrivés pour libérer. J'étais guérie de typhus, j'avais une maladie de poumon. J'étais dans un autre hôpital. Finalement, ma groupe avec qui je suis allée, j'étais libérée à Heideran, elle est partie à part. Et moi, je suis restée dans les hôpitaux. Je suis rentrée. Ça. Pendant que vous étiez dans des hôpitaux pour vous faire soigner du typhus, puis des poumons, votre copine, Eva, elle est partie vers Lodz. Oui. C'est ça. Oui. Et je suis arrivée à Lodz. Je me suis... Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose parce que... Si, oui. Les hôpitaux. Theresienstadt, vous êtes resté combien de mois à l'hôpital? Je sais pas. Longtemps, une semaine, un mois? Non, plus que ça. On m'a donné là-bas. 2 mois? Peut-être des mois. On m'a donné des fortifiants, l'extrait des foies de veau. Des ampoules à boire. À boire pour vous requinquer. Oui, parce que je pesais 39 kilos. 39 kilos. Oui. Et après, on m'a donné, aussi à cet hôpital, on m'a donné des extraits de raisins. Des extraits de raisins dans les ampoules. C'est tout ce qu'il y avait dans le temps. Et après, quand je suis sortie, on m'a donné des vêtements, parce que tout ce que j'avais, on a brûlé. C'était avec le typhus. Il faut qu'on change de cassette. Une petite seconde. Oui. Je change la cassette. Alors on peut reprendre où est-ce qu'on en était? Oui, où on était? On en était à Theresienstadt, l'hôpital, le typhus. Oui. Vous me parliez du typhus et des ampoules que vous buviez. Oui, et je suis rentrée individuellement, moi toute seule, à Paris. Et là, je suis rentrée dans notre appartement à Paris? Attendez. À Lodz. Ah. Je suis rentrée à Lodz pour voir si j'ai quelqu'un survivant. Et malheureusement, j'ai trouvé personne. Seulement, je suis allée à la Gemeinde, Jiddische Gemeinde. C'était quoi? C'était les informations? Enfin, c'était Gemeinde. Gmine, la mairie. Ah, la mairie, d'accord. Pour les Juifs. Pour les Juifs. Et là-bas, ils ont ramassé toutes les adresses, quelqu'un qui est venu, cherche quelqu'un, recherche. Et moi, j'ai appris que ma sœur, elle est en Suède. Ah, que vous aviez une sœur qui avait survécu? Sarah, qui est en Suède. Sarah, c'était quelle elle est je me souviens plus. Avant moi. Ah, donc... plus âgée que moi. D'accord. Et qu'elle a survécu. Elle est rentrée elle aussi à Lodz pour voir s'il restait du monde. Non, elle n'est pas rentrée à Lodz. Elle était en Suède, libérée en Suède. Ah, elle a été libérée en Suède. En Suède. Parce qu'ils ont échangé les prisonniers.
Et, alors ma sœur, quand elle a appris, j'ai tout de suite écrit, je me suis mis à pleurer de joie que j'ai déjà une sœur. Une sœur. Oui. Et je lui ai tout, elle a laissé l'adresse, elle a écrit une lettre. Et elle m'a envoyé 20 dollars, qu'elle a travaillé déjà là-bas. Elle savait que j'ai rien. Elle m'a envoyé 20 dollars pour que je puisse m'acheter quelque chose à manger, à habiller. Et là-bas, à l'hôpital, on m'a donné des vêtements. À l'hôpital de Theresienstadt? Oui, de Theresienstadt, des déportés, des gens qui étaient déportés. Ah, les vêtements qui avaient appartenu à des déportés? Oui. On m'a donné à l'hôpital de quoi s'habiller. Et je suis arrivée à Lodz et j'ai appris que j'ai quelqu'un, ma copine avec qui j'étais à l'école. Eva? Non, ah non, pas Eva. Non, pas Eva. Non. Eva, elle... Non, pas encore. Pas encore. Et Eva, Regina. Regina, c'est la Regina, copine avec laquelle vous êtes allée à l'école? Oui, elle est restée dans le ghetto en cachette avec son mari. Elle avait un fiancé, son fiancé, il n'était pas juif. Ah, c'était un Polonais un peu? Oui, alors elle s'est mariée en vitesse avec lui pour survivre. Et quand elle est restée dans le ghetto, il y avait beaucoup d'appartements vides. Elle rentrait dans un très bon appartement, que les gens ils étaient déjà déportés. Et quand j'ai appris qu'elle est là, j'ai pris les autobus et je suis allée, on m'a dit à peu près... Où c'était? Oui, Jelona, ulica Jelona. C'est quoi ça? C'est le nom de la rue? Oui, la rue verte. Ah, la rue verte? Oui, ça s'appelait comme ça. Je suis venue, elle m'a bien accueillie et elle m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup de chambres, tu peux prendre laquelle tu veux. Et à la place de quelqu'un, on va me mettre quelqu'un d'autre, je préfère que ça soit toi. Et je suis restée quelques jours et je me suis dit, il faudra que je travaille, que je trouve quelque chose. Et j'ai acheté un journal. Et dans ce journal, je lis qu'un monsieur Ban cherche des ouvriers, un tricoteur. Il vient de mourir il n'y a pas bien longtemps. Monsieur Ban? Monsieur Ban. Et après-demain, je vais au cimetière avec sa femme. C'est un juif? Ah oui, Baum. Ah, Baum. Baum. Ah, oui. D'accord. Monsieur Baum. Alors je suis arrivée dans un local rez-de-chaussée et puis il a déjà eu une femme de mon âge et lui il était beaucoup plus âgé. Alors il dit, tu sais travailler? Je dis oui. J'ai dit oui, mais je ne savais pas travailler. Ouais. Il a dit, assieds-toi. J'ai dit oui, il faudra que j'essaye coudre à la machine, il faudra me montrer qu'est-ce que je dois faire. Et à cette époque-là, on faisait des tricots quelconques, pas de grande qualité, mais des tricots quelconques. Et il m'a montré comment je dois faire et je travaillais. Et il m'a demandé au bout de la semaine combien tu veux gagner. Je dis mais je ne sais pas combien ça coûte la nourriture, je ne sais pas du tout, je viens d'arriver de l'hôpital. On voyait parce que avec le typhus, on m'a encore une fois coupé les cheveux. Ah, c'était à nouveau oui. Très court. Ah, non, pas très court, mais à ras. Ah. Parce que sinon, si on ne coupe pas les cheveux la au typhus... maladie. Non, les cheveux, on perd après les cheveux. C'est une très grave maladie. Alors, il m'a demandé combien je vais gagner. Je dis, j'ai aucune idée combien ça coûte. Il a dit, bon, je te donnerai autant.
Et plus tard, il m'a dit, quand tu es rentré, je voyais tout de suite que tu sais travailler. Je savais rien. Et lui, comment il l'avait fait? Il a dit, la façon dont tu t'assois sur la chaise, je voyais que tu Vous sais lui avez travailler. dit après que vous saviez pas travailler quand vous êtes arrivé? Oui, il a rigolé. Et il a fait comment, lui, pour survivre à la guerre? Alors, lui, il était plus âgé que moi, que sa femme, et il était déjà de métier. Et quand les fabricants ne sont pas arrivés, c'est qu'ils étaient déportés. Il a pris une fabrique après quelqu'un. Tu comprends? Non. Les Juifs ne sont pas arrivés, ils sont déportés. Ils ont laissé leur fabrique. Alors lui, il était de métier, il a pris la fabrique et a fait marcher. Oui, mais il n'a pas été déporté, lui? Il était ailleurs, il était caché. Ah, il s'est caché dans le ghetto, lui Pas aussi? dans les ghettos, non, non, dans le bois. Ah, il est allé dans le bois Dans les pour bois, se cacher? il était. Il vivait avec des gens qui. Qui se cachait? Oui. Alors, il a raconté plus tard que quand il rentrait chez un Polonais, il est venu avec un couteau. Il a dit, tu me donnes à manger ou je te tue. C'était comme ça, dans le temps. Et il a survécu comme ça. Et quand c'était la libération, il est venu à Lodz. Il s'est installé parce qu'il était du métier. Il a pris une fabrique Qui marchait. qui a marché. Qui avait Il été savait abandonné. arranger les machines et tout, et tout. Et il avait la volonté de vivre encore en Pologne? Il voulait rester en Il Pologne? a gagné beaucoup d'argent, il a fait des trucs. Parce qu'après la guerre, personne, il y avait des tricots, il y avait rien. Alors lui, il s'est enrichi très très vite. Et vous êtes resté combien de temps à Lodz? Je me suis mariée à près. Lodz. Ah, J'ai ouais. fait connaissance de mon mari. Un Je suis juif restée- aussi Oui, rescapé? oui, Mais qui les avait- pères de mes enfants. Mais c'était un rescapé aussi de... Oui, il était à Buchenwald, lui. Ah bon. Il a même eu une pension d'un Allemand de Buchenwald, mais il est décédé. Il n'y a pas d'héritier pour la pension. Pourquoi vous n'avez pas eu de pension? Si, moi j'ai eu une pension, mais mon mari, de sa part, il était déporté à Buchenwald. Il avait une pension, mais il est décédé. Enfin, c'est à Lodz que vous l'avez connu et rencontré, vous Oui. vous êtes marié. Mariée. Et quand j'ai appris que ma sœur en France. Ah, l'autre sœur qui avait immigré en France avant la guerre. Alors, Sarah, elle est allée en Israël, vivre en Israël. Laquelle là? Attendez, je suis Plus perdu. âgée que moi, Ah, d'accord. Sarah. Ah, Sarah, c'est celle qui avait été libérée en Suède? Oui. Elle est partie Elle est partie en vivre Israël. en Israël. Et moi, quand j'ai appris l'adresse de ma sœur ici à Paris, je me suis correspondue avec elle et on a fait des papiers, moi et mon mari, pour venir en France. Et moi, j'étais enceinte de 6 mois quand je suis venue en France. Elle est née 3 mois après. Après votre arrivée à Oui. Paris. Janvier, nous sommes arrivés ici en France. En Et elle est janvier, née, donc 46. oui, 47. 47. Ah, vous êtes resté pas mal de temps finalement à Oui. Lodz. Alors, je travaillais. Et après, mon mari et moi, on a fait des papiers pour venir légalement en France. Et je suis arrivée chez ma sœur. Elle n'était pas riche parce que son mari, il était déporté. Et elle a mis au monde un enfant que son mari, il était déporté à Bonne de Rolland. Et elle, en attendant, elle a accouché un enfant qu'elle n'a même pas connu, ma nièce. Elle est toujours là. Elle n'a pas connu son père. Parce que le temps qu'elle vienne au monde, son père a été déporté. Oui. Alors, on était où?
Ben, on est arrivé en France En France. Je suis en allée chez janvier ma 47. sœur, elle nous a attendus. Et mon mari, il a tout de suite commencé à travailler. Il était tailleur Hmm. pour dames. Il a tout de suite gagné de l'argent. Et on pourrait louer des pièces. Parce elle est née 3 mois après. Elle est née le 24 mai, Hélène, 47. Hmm. Et on a loué un petit appart, deux pièces. Et mon mari, au début, il a travaillé à la maison dans ces 2 pièces pour pouvoir gagner un peu d'argent. Après, c'était trop petit, il a travaillé ailleurs. Et après, il a acheté un atelier, des machines, et il a travaillé rue de la Mare, un atelier. Et nous, on a habité à Vomieska. Et après, la vie a repris le dessus, vous avez... Oui, mais malheureusement, mon mari, en 61, il est décédé. Il était malade, revenu de Buchenwald. Il était malade. Et Malade de quoi? du cœur, il a attrapé des rhumatismes, il a beaucoup de choses. Il est mort. Il est mort en 60. En 61, janvier 61. 31 janvier 61. Bah, c'est la fin de notre... de l'épopée. Oui. Et une petite dernière question, vous avez parlé de tout ce qui vous est arrivé pendant la guerre, de toute cette expérience, quand vous êtes rentré à vos enfants? Non, Pourquoi? parce que mes enfants, je ne voulais pas leur faire la misère. Tout d'abord, quand ils étaient petits, ils ne comprenaient rien. Ouais. Et Mais après, ils ont devenus perdu leur père. Rosine, elle a eu 9 ans et Hélène 14 ans, Ouais. quand ils ont perdu leur père. Alors, à nouveau, je ne voulais pas leur parler des misères. Mais elles savaient quand même Je suis obligée, j'étais que leurs obligée. parents avaient été déportés, elles le savaient. Oui, oui. Mais bon. Et puis, avant, on avait un très grand atelier parce qu'on a travaillé 24 rue d'Anguin, on a eu un très bon appartement. Et quand mon mari est décédé, j'étais obligée, parce que c'était commercial, un bail commercial. Et les propriétaires, il m'a mis tellement de loyers, parce que c'est commercial, habitation commerciale, que je ne pourrais pas payer. Et j'étais ni continuer de travailler toute seule. Parce que c'était un grand atelier, 5 machines, et c'était trop pour une femme. Et les enfants, ils étaient encore jeunes. Alors, j'ai vendu les bails. D'ailleurs, il était vendu aux enchères, parce que mes enfants, ils étaient mineurs. Et j'ai obtenu 5 millions 100, je me rappelle encore, parce que les bails étaient commerciaux et les gens, ils ont cherché habitation et commercial. J'avais 5 millions 100 aux enchères. Mais il fallait partager entre les 2 enfants et moi. Alors moi, j'avais la moitié et mes enfants l'autre moitié partagée. Et quand elle s'est mariée, j'ai mis cet argent, je lui ai fait un mariage, mais j'ai ajouté, j'avais déjà gagné un peu d'argent. C'était très très dur pour moi au début, très très dur. J'étais obligée de sortir travailler ailleurs, chez les autres, parce que d'habitude j'ai aidé à mon mari. Et après j'étais obligée de sortir travailler chez les autres. Et je me rappelle que les patrons,
il m'a dit quand je suis partie, il m'a dit, quand vous êtes venu, je voyais que vous vivez une grande tragédie. Et je reconnais que vous n'êtes pas un ouvrier dehors, parce que j'étais habillée bien, élégante, j'étais encore jeune. Il m'a dit, moi je voyais tout de suite que vous n'êtes pas un ouvrier dehors, que vous étiez, que vous aviez une tragédie. Et après, lui, il a liquidé, et je suis allée... Il a liquidé son affaire, c'est-à-dire qu'il a vendu son Oui, et son je magasin. suis allée chez Alexpert. Là-bas, Alexpert est une grande maison. Je suis allée jusqu'à... Je me suis mariée. Je suis restée 13 ans toute seule. Jusqu'à ce que vous rencontriez Rémia? Non. Non? Hein? J'avais un autre mari qui s'appelle Reisman. Avant, je m'appelais Goldberg, de mon premier Ah, mari. votre premier... Et votre nom de jeune fille, c'est quoi? Neumark. Hmm. Neumark. Ah, Esther Neumark. Voilà. Et après le premier mari, Marié Goldberg. Goldberg et après Reisman. Reichmann. Oui. Et je m'appelle Reisman parce que lui, il voulait faire la mairie, il voulait légaliser la situation. Voilà, ouais. C'est un homme très riche, mais moi, je n'ai pas profité de son argent parce qu'il avait des enfants. Hmm. Il avait une séparation des biens, mais il voulait légaliser, faire marier à la mairie. Bon. Et après, Il est décédé 3 ans après. Il n'a pas vécu. il a été déporté aussi, lui? Non, il C'était était un juif français qui avait... français, très riche et cultivé. Et tout le monde m'a dit, oh, t'as eu de la chance. de le Il y avait une dame qui m'a dit, vous avez eu la chance de trouver un mari comme ça. Et 3 ans après, il a attrapé une crise cardiaque et tout de suite après, il n'était pas malade. Il est décédé. Et alors, quand est-ce que vous avez rencontré Rémia? Ah, quand Olivia n'était pas encore née, tu vois cette plante? Oui. Cette plante, Hmm. ma fille, elle m'a offert, Rosine, elle m'a offert, quand elle est venue à Paris après son mariage. Hmm. Et depuis que c'était une plante de 3 feuilles, j'ai déjà coupé plusieurs fois, c'est un arbre maintenant. Hmm. C'est un arbre. Mais alors, vous n'avez pas répondu à ma question, là. Laquelle? Bah, quand est-ce que vous avez rencontré Rémia? Ah, justement. Quand Olivia, elle a eu 6 semaines, Rosine, elle est venue, elle habitait à La Rochelle. Elle s'est mariée, elle habitait à La Rochelle. Et ils ont acheté un appartement qui était en construction. Et j'ai dit, viens avec ta fille, viens à la maison, à Château d'Eau, où j'habitais avant. Et jusqu'à l'appartement sera prêt, parce qu'elle devrait quitter l'autre appartement et le nouveau, il n'était pas encore prêt. Alors, elle était 2 mois chez moi, à Château d'Eau, où j'habitais. Et j'ai acheté un lit pour Olivia. Et elle était 2 mois, 7 semaines peut-être. Et son mari, il était à La Rochelle, parce qu'il a travaillé là-bas. Et quand elle est partie, elle m'a acheté cette plante qui était 3 feuilles, juste une petite Rien du souvenir. tout, oui. Et là, j'ai rencontré Rémia. Comment?
une de mes amies avec qui j'étais en vacances, elle m'a tout le temps parlé. J'ai un bon chider pour vous. Chido. Oui, une Ouais. partie. Oui, oui. Et elle m'a tout le temps parlé. J'ai dit, bon, on verra en rentrant. Plus tard. Et puis en rentrant, Remje, il m'a téléphoné, il m'a dit, je viens de la part de Madame Byrne. De votre copine. Oui, une qui me connaissent. Et elle savait que je suis seule. Alors, elle nous a invités, Madame Byrne, elle avait son mari aussi. C'est pas terminé chez vous. C'est pas encore terminé. Tiens, Ça on sera est bientôt bientôt. à la fin. Bientôt à la fin. Ah ben, là, quelquefois, Oui, oui, On arrive, on arrive. oui, oui. Finissez alors. Alors, elle nous a invités tous les deux et on a fait connaissance. Alors, votre beau-père, votre grand-père, il a dit, demain je suis invité chez ma fille, mais après-demain on pourrait se voir. Alors j'ai dit, je n'ai pas encore été chez le coiffeur, je voudrais me faire belle. Alors, on a reculé le rendez-vous pour un autre jour. on laisse ouvert déjà. Et on a fait connaissance. Voilà. Bon. Bah, je vous remercie. C'est moi. Non, c'est moi qui vous C'est remercie. moi, parce C'est que moi. vous avez eu la C'est rien, patience c'est rien. d'attendre mes De rien du mes tout. non. misères. Bon, que j'ai vécues. en tout cas, oui, c'est des sacrées misères. Oh, Bon. on ne peut pas s'imaginer en racontant, c'est pas la même chose qu'en En le vivant, oui. en vivant. C'est toujours. Même, justement, j'ai parlé avec ma copine, j'ai dit, si on raconte ça à quelqu'un, on ne peut pas exprimer comme ça, comme La c'était en dureté vérité. de l'expérience. Non, même si on raconte toute la journée et toute la nuit, Ça suffit pas pour décrire non, la réalité. pour de décrire l'expérience. la réalité, C'est toujours en dessous. plus profond, c'est plus compliqué et on ne peut pas s'exprimer. C'est trop compliqué. Bon, c'est quand même important d'essayer un Oui. petit peu. Ah oui, oui. C'est mieux que rien. Ça soulagement pour moi, Ça- parce que au moins, je ne garde pas pour moi. Bah oui, mais faut Ça pas. va rester après moi. Hmm. Bon, Bon, on va on va faire manger. à manger. Bon. Merci, Mani. Bah, merci Esther. Tu es formidable. Bon, Vraiment. allez. Bon. Oui.